à tous, vous regardez sur le web Weekend. Merci d'être avec nous. Comme chaque fin de semaine, on fait le point sur les dossiers chauds de ces 7 derniers jours. Il sera question de la crise des otages en Israël, de l'armée ukrainienne, du Skytrain à Tel Aviv. Et on terminera avec le top 5 des images internet de la semaine. Reste avec nous, on commence tout de suite. Et on commence par ce qui a dominé l'actualité lundi soir. En fin de journée, nous annoncions en direct sur i24 News l'issue dramatique de la crise des 3 ados otages israéliens. Je vous rappelle que leurs 3 corps ont été retrouvés sans vie près de Hebron par les forces de sécurité israéliennes. Immédiatement après, les réactions sur Internet se sont multipliées. Comme vous allez le voir à l'écran, la page Bring Back Our Boys sur Facebook, qui a tout au long de la crise mené la campagne sur les réseaux sociaux. Cette page a changé sa photo cover avec des bougies. On voit le Premier ministre David Cameron en Grande-Bretagne qui a exprimé ses condoléances. Vous allez voir à présent le président israélien qui lui aussi sur Facebook, sur Twitter et sur l'ensemble des réseaux sociaux de manière générale a exprimé sa tristesse et sa peine. Et enfin, ce nouveau hashtag après Bring Back Our Boys, ramener nos garçons, Don't Forget Our Boys, n'oubliez pas nos garçons, Eyal, Gilad, Naftali, qui ont donc été kidnappés puis assassinés. Et vous voyez enfin une image qui nous est parvenue via Instagram de la place Rabin. Toute la semaine, des anonymes se sont rassemblés pour chanter, pour prier aussi, pour se souvenir des 3 ados israéliens lâchement assassinés par des terroristes. Et justement, regardez Place Rabin, regardez, c'était l'ambiance lundi soir, mais ça a été comme ça toute la semaine. C'était donc Place Rabin à Tel Aviv lundi soir, mais cette ambiance s'est retrouvée tout au long de la semaine. Et ce qui a marqué aussi les réseaux sociaux, c'est ce silence de l'armée israélienne pendant les heures qui ont suivi l'annonce de la mort des 3 otages. Écoutez ce que nous disait à ce sujet Perle Nicole, réserviste de l'unité du porte-parole de Tsahal. Ce qui a marqué les internautes, ce qui a marqué la presse aussi, c'est ce silence de l'armée israélienne lundi soir. L'armée israélienne a mis beaucoup de temps avant de publier l'information et de s'exprimer sur Twitter. Pourquoi ? Effectivement. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'un événement qui a une portée nationale. Et ici, Israël étant un pays démocratique, il s'agit de laisser la place à l'échelon politique. Il s'agit de laisser la place au Premier ministre, au Président de l'État, pour qu'il s'exprime et qu'il fasse savoir au public les informations qui effectivement ont été obtenues par l'armée et les services secrets. Mais ce n'est pas à l'armée de s'adresser directement au peuple dans ce cas-là. C'est-à-dire que l'armée faisait passer des informations aux journalistes en leur disant « vous pouvez en parler à partir de telle heure », mais que l'armée n'en parlait pas elle-même rapidement ? L'armée, si vous voulez, l'armée a des informations qui sont à certains moments connues des journalistes ou pas. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas l'armée qui empêche leur publication. Il y a en Israël un bureau qui s'appelle le bureau du censeur militaire, qui est en fait un bureau à la tête duquel siège un juge, et qui décide des informations qui puissent ou pas être publiées par la presse. Donc ce n'était pas vous, enfin plutôt votre unité, qui décidiez quand les journalistes pouvaient en parler ? Non, ce n'est pas le bureau du porte-parole qui décide quand les journalistes peuvent parler d'une information. Tous les journalistes en Israël, étrangers comme journalistes israéliens, sont soumis aux décisions du censeur militaire, qui est le seul habilité à décider si une information ou non peut être diffusée par la presse. Et là, il y a tout un tas de considérations. D'abord, il y a une considération de sécurité nationale, c'est-à-dire est-ce que l'information pourrait être nuisible pour les soldats qui se trouvent sur le terrain. Évidemment, il y a la question de la sécurité sur le terrain. Et puis, il faut aussi comprendre que dans ce cas très spécifique, il y a aussi tout simplement laisser le temps de prévenir les familles du drame qui s'abat sur eux. Et on en parlait depuis longtemps, c'est chose faite. La loi anti-Amazon a été adoptée il y a quelques jours en France. Et la libraire exigeait depuis longtemps du gouvernement qu'il prenne des mesures contre le géant de la distribution en ligne, accusé de pratiquer du dumping sur les prix du livre. Nous avions donné la parole cette semaine à Guillaume Husson, délégué général du syndicat de la librairie française. Vous allez l'écouter dans ce reportage signé Laura Duhamel. La gratuité des frais de livraison pour les livres, c'est fini pour la France. Le Sénat vient de voter la loi dite anti-Amazon qui interdit désormais aux sites de vente en ligne d'offrir les frais de livraison en cas d'achat d'un livre. Ce texte vise à empêcher les opérateurs en ligne, comme Amazon ou la Fnac, d'éclipser totalement le réseau des libraires indépendants. Car en plus de la gratuité des frais de port, ces derniers avaient aussi le droit d'accorder un rabais de 5% sur le prix de l'ouvrage, comme n'importe quel revendeur de livres.
C'est donc une grande victoire pour les libraires qui dénonçaient depuis longtemps ces pratiques et les comparaient à du dumping. Cette stratégie de vente à perte faisait craindre une remontée des prix une fois le réseau des libraires définitivement étouffé. Il faut savoir qu'Amazon aujourd'hui, au niveau mondial, en pratiquant cette gratuité des frais de port, perd 3 milliards de dollars par an. Donc c'est absolument considérable. Et ça illustre bien le fait que les concurrents, qu'ils soient libraires indépendants ou même grands magasins culturels, n'ont absolument pas les moyens financiers de suivre ce dumping. Seul ombre au tableau pour les libraires et le gouvernement français, l'Union européenne. Bruxelles considère cette loi disproportionnée et propose d'interdire seulement le cumul du rabais de 5% et de la livraison offerte. Et en ne prenant pas cette proposition au sérieux, la France prend donc le risque d'être condamnée. On en parle moins, mais les tensions sont encore vives entre soldats ukrainiens et forces pro-russes. Mais sur place, l'état de l'armée ukrainienne inquiète de plus en plus Kiev, tant l'état de l'équipement en fait défaut. Du coup, des internautes ont eu une idée, lever des fonds pour moderniser l'armée ukrainienne. Le récit de Laura Duhamel. Une armée dans un état misérable. C'est en ces termes catastrophiques que la situation de l'armée ukrainienne est actuellement décrite. Inquiets, les Ukrainiens sont désormais nombreux à envoyer des équipements de l'étranger à leurs soldats déployés dans l'est du pays. Et parallèlement à cet élan de solidarité, une initiative visant à lever des fonds a vu le jour sur Internet. Le site s'appelle le Projet du Peuple et il a pour dessein de soutenir la cause militaire ukrainienne. À l'origine, un ingénieur, David Arkania. Préoccupé par les affrontements entre soldats pro-russes et ukrainiens, il a créé cette plateforme de financement participatif en avril pour enflouer les caisses de son armée. Et ça fonctionne. Le Projet du Peuple a déjà permis de réunir 10 000 € pour financer l'acquisition d'un drone de reconnaissance. Mais le site vise surtout à financer des équipements de base dont manque cruellement l'armée ukrainienne. Soucieux du risque de détournement des sommes réunies, David Arkania publie tous les matins les comptes du Projet du Peuple. Il s'assure en outre, grâce à des bénévoles, que les équipements sont bien remis en main propre aux soldats. David Arkania ne se définit pourtant pas comme un militariste convaincu et il explique son initiative par son exaspération de l'interventionnisme russe. Allez, on passe au sujet tech de la semaine. Nous recevions cette semaine en exclusivité le créateur du Skytrain, le tramway aérien qui n'existe nulle part au monde et qui va peut-être voir le jour à Tel Aviv. Un accord vient d'être signé entre Skytrain et l'industrie aéronautique israélienne pour lancer les essais. Écoutez ce que le fondateur nous disait sur le choix de Tel Aviv pour accueillir le premier Skytrain au monde. Absolument, nous sommes ravis. La France est intéressée par Skytrain et la raison est que la France est connue pour son ingénierie élégante. Quand je pense aux voitures françaises, leur beauté, le système hydraulique, il n'y a rien de comparable dans le monde. La France était aussi en avance sur l'Internet avec le Minitel, si vous vous en rappelez. C'était quelque chose que personne d'autre dans le monde n'avait. Donc, que la France reconnaisse l'innovation Skytrain est un grand honneur pour nous. Nous sommes très heureux. Nous sommes également très heureux de l'enthousiasme avec lequel les candidats pour l'office public et toutes les villes que vous avez mentionnées ont décidé de faire de Skytrain leur plateforme. Nous travaillons étroitement avec Bordeaux, avec Toulouse, avec Strasbourg, toutes ces villes, avec Paris, toutes ces villes qui ont montré un intérêt et nous travaillons avec elles aujourd'hui pour définir les meilleures bases pour commencer le projet dans ces villes. Allez, des nouvelles plus réjouissantes à présent. L'Agence américaine pour les denrées alimentaires et les médicaments a approuvé la commercialisation d'un appareil portable permettant aux personnes dont la moelle épinière a été ou touchée ou sectionnée de remarcher. C'est évidemment un espoir de taille pour les personnes handicapées et c'est une entreprise israélienne basée dans le nord du pays qui a créé l'appareil. Il pèse 21 kg et il est décrit parfois comme un exosquelette. C'est la première fois que les autorités américaines autorisent l'usage du ReWalk en dehors du cadre hospitalier. Regardez comment ça fonctionne.
Voilà, c'est un bel espoir pour les paraplégiques et c'est Made in Israel. Allez, on poursuit avec une information qui a affolé Internet. D'après une étude publiée dans la revue scientifique américaine Compte rendu de l'Académie nationale des sciences, des chercheurs américains ont joué avec les sentiments de 689 003 utilisateurs anglophones de Facebook, choisis au hasard, en changeant le contenu de leur flux d'actualité. Explication. Trahi. C'est ce que ressentent beaucoup d'utilisateurs de Facebook après avoir appris que le réseau social avait manipulé en secret les émotions de 700 000 utilisateurs. Le scandale s'est produit du 11 au 18 janvier 2012. Pendant une semaine, Facebook et des scientifiques d'universités américaines ont modifié les informations reçues par des utilisateurs anglophones afin d'étudier l'impact sur leurs émotions. Cette manipulation a donc eu pour but d'étudier la contagion émotionnelle. Les scientifiques ont cherché par là à comprendre l'impact des messages positifs ou négatifs lus par les utilisateurs sur le contenu qu'ils postaient eux-mêmes sur le site. Et effectivement, ils ont constaté sur les utilisateurs de Facebook une influence tangible du contenu auquel ils sont exposés. La recherche a été publiée le 17 juin dans une revue scientifique américaine. Elle a mis en exergue ce qu'est la contagion émotionnelle. Les émotions sont communicatives et se transmettent via un phénomène de contagion, conduisant les autres personnes à ressentir les mêmes émotions sans en être conscientes. Mais ces recherches provoquent aujourd'hui l'ire des utilisateurs de Facebook. Le réseau social se défend de toute illégalité et affirme que la recherche était compatible avec la politique d'utilisation des données à laquelle tous les utilisateurs doivent souscrire. Allez, on passe au sujet décalé de la semaine, c'est l'œil du net. Un œil du net ce week-end qui a évidemment marqué la semaine vu son nombre de vues et pourtant, j'arrive toujours pas à introduire cette vidéo, elle est vraiment trop bizarre. Alors, je comprends toujours pas l'intérêt de cette vidéo. Allez, on termine avec le top 5 des images internet de la semaine. Laura Duhamel n'est malheureusement pas là ce week-end, c'est donc moi qui m'y colle pour ce top 5 des images internet de la semaine. On commence tout de suite, on va le voir à l'écran avec les caméras GoPro qui ont fait une entrée fracassante en bourse américaine. C'est à la 5e position, ce grand succès des caméras GoPro. À la 4e position, on voit cette image qui a fait le tour d'Internet, un fan du Brésil qui se réjouit de la victoire de son équipe et qui casse son téléviseur lorsqu'il y a l'équipe adverse qui apparaît à l'écran. Et à la 3e position, vous avez vu cette image qui rappelle évidemment l'intervention de Nicolas Sarkozy avec ce même The Godfather, intervention évidemment très remarquée sur TF1 et Europe 1. C'était, je vous rappelle, la première intervention télévisée, la première interview de l'ancien chef de l'État depuis sa sortie de l'Élysée en mai 2012. À la seconde position, ce script, excusez-moi, ces paroles de la chanson Like a Rolling Stone, écrit à la main et vendu pour plus de 2 millions de dollars aux enchères cette semaine. C'est l'image culture de la semaine. Et enfin, on termine avec cette image qui a été prise dimanche soir, place Rabin à Tel Aviv. À l'époque, c'était une manifestation de soutien, un rassemblement en soutien aux familles des 3 otages israéliens, Eyal, Gilad et Naftali, à un moment où personne ne savait qu'ils étaient évidemment déjà morts. C'était 24 heures avant que l'armée ne découvre leur corps. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver lundi pour de nouvelles informations en provenance du net. Je vous remercie de nous avoir suivis. On garde le contact comme d'habitude via Twitter. Bye, vous manquez déjà.